Au tournant des années 1990, le Mexique se tient comme un pont de poussière entre deux océans et deux désirs. Au nord, les villes américaines réclament des poudres blanches, des cristaux invisibles, des rêves chimiques. Au sud, les feuilles de coca gonflent sous le soleil andin. Les laboratoires clandestins fument dans la jungle. Entre les deux, un pays se tend, se fissure, s'ouvre comme une veine. Dans ce paysage, une force s'élève. Elle a plusieurs visages, plusieurs noms, mais un même souffle. On la nomme Sinaloa. Elle avance depuis les années 1980 sur les ruines fumantes du vieux cartel de Guadalajara. Là où ce dernier régnait comme un empire unique, déjà brisé par les arrestations et les trahisons, de nouveaux royaumes se partagent les routes. Tijuana, le Golfe, Juárez. Mais Sinaloa grandit plus vite que les autres. Dans ses rangs, 3 hommes se détachent et se murmurent comme des légendes neuves. Joaquín Guzmán, qu'on appelle El Chapo, Ismael El Mayo Zambada, et l'ombre silencieuse de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. Leurs noms circulent dans les couloirs de la DEA, dans les fichiers du département du Trésor américain, dans les dossiers des procureurs mexicains. Ils ne sont plus de simples trafiquants. Ils deviennent les axes d'une carte invisible. Leur route monte de la côte du Pacifique vers la frontière nord, se ramifie au Texas, en Arizona, en Californie. Leur royaume ne se voit pas, mais il se compte en tonnes, en liasses, en morts. Dans cet échiquier mouvant, un autre foyer s'allume plus au sud-ouest. Dans l'état de Jalisco, dans ses collines, dans ses vergers, un groupe silencieux prend forme. On le connaît sous 2 noms, Cartel de Milenio, Cartel de Los Valencia. La Procuraduría General de la República le note dans ses rapports de la fin des années 1990. Un clan, une famille, des cousins, des frères. Ils ne cherchent pas la gloire des fusillades spectaculaires. Ils cherchent les routes discrètes, la chimie, les cristaux. Cocaïne, puis méthamphétamine. Jalisco, Colima, Michoacán deviennent pour eux un laboratoire à ciel ouvert. Autour d'eux, tout se fragmente. Le Mexique du narcotrafic n'est plus un royaume unique. C'est un archipel. Les chefs tombent, abattus ou emmenés, et à chaque chute, les lignes se déplacent. Le cartel de Guadalajara se disloque. Des morceaux rejoignent Sinaloa, d'autres glissent vers Tijuana, vers le Golfe, vers Juárez. Les alliances se font et se défont au rythme des arrestations. Chaque fois qu'un nom disparaît des radars, 3 nouveaux surgissent, plus jeunes, plus affamés, plus violents. Puis vient l'année 2006. Un homme prête serment à la tête du pays, Felipe Calderón. Il ne promet pas une guerre, mais c'est bien une guerre qu'il déclenche. Des milliers de soldats entrent dans des villes qui ne les ont jamais vues ainsi. Les marins patrouillent loin des côtes. Michoacán, Guerrero, Baja California voient débarquer les uniformes verts, les blindés, les hélicoptères. Le gouvernement annonce une offensive, communiqué officiel à l'appui. Sur le papier, c'est une stratégie. Dans les rues, c'est un tremblement. Car la militarisation ne tombe pas sur un désert. Elle s'abat sur une mosaïque déjà fissurée. Suscartel se sentent acculés. Ils se réorganisent, se divisent, se radicalisent. L'État veut imposer l'ordre par la force. Les organisations répondent par la dispersion, la clandestinité accrue, la fragmentation sanglante. Une nouvelle ère commence. Elle n'a pas encore de nom, mais elle sent la poudre, le métal chaud, la peur. C'est dans cette longue montée de tension qu'émerge un homme dont le destin va changer la carte du crime au Mexique. Il naît loin des salons du pouvoir, loin des capitaux, dans une terre rude. Son nom est Nemesio Oseguera Cervantes. Son surnom, plus tard, sera El Mencho. Nous sommes en 1966. Aguililla, Michoacán,
n'est qu'un point sur la carte, un morceau de montagne, de maquis, de chemin de terre. Là, Nemesio ouvre les yeux sur un monde de pauvreté obstinée. La terre est dure, les récoltes incertaines. Les armes et les routes de contrebande sont déjà là, invisibles au regard lointain de la capitale, mais palpables pour qui regarde les hommes passer, les camions traverser, les rumeurs courir. Les fiches de la Fiscalia General de la Repubblica et du département d'État américain, bien des décennies plus tard, confirmeront la date, le lieu, le nom. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un enfant dans une maison simple. Un adolescent qui grandit avec la certitude muette que le monde qu'on lui donne est trop étroit. Dans les années 1980, comme tant d'autres, Nemesio regarde vers le nord. Les États-Unis ne sont plus seulement une promesse de travail légal. Ils sont aussi le cœur d'un marché illégal qui enfle. Il traverse. Il entre en Californie. Là-bas, les rues ne sont pas pavées d'or, mais de risques. Rapidement, les dossiers judiciaires américains se remplissent de son nom. Délits liés à la drogue. Possession d'armes à feu. Une condamnation pour trafic d'héroïne dans les années 1990. Les tribunaux notent, jugent, enferment, puis expulsent. Un jour, il est mis dans un avion, dans un bus, renvoyé vers le sud. Expulsion vers le Mexique. Pour certains, la fin d'un rêve. Pour lui, la porte d'entrée vers un autre monde. Car lorsqu'il revient, les collines de Jalisco et de Michoacán ne sont plus seulement des terres agricoles. Elles sont devenues l'arrière-cour du cartel de Milenio. Les rapports de la DEA et les sanctions futures de l'OFAC mentionneront cette intégration comme un fait parmi d'autres. Sur le terrain, c'est une initiation. Nemesio trouve sa place parmi les Valencia. Il n'est pas encore le seigneur qu'il deviendra. Il est opérateur de terrain, chef de sicarios. Il commande des hommes armés, supervise des convois, impose par la peur. Les rapports de sécurité mexicains, les analyses d'Inside Crime, tous convergent. Il apprend la guerre dans l'ombre d'un autre clan. Le cartel de Milenio, sous la direction d'Armando Valencia Cornelio, El Maradona, se renforce. La PGR l'identifie comme un exportateur majeur de cocaïne et de méthamphétamine vers les États-Unis. Les alliances se nouent avec Sinaloa. Dans les années 2000, les deux organisations coopèrent. La côte pacifique devient une autoroute invisible. Jalisco et Michoacán abritent des laboratoires clandestins. Les produits chimiques viennent d'ailleurs. Les cristaux partent vers le nord. L'équilibre semble solide. Il ne l'est pas. En 2003, les autorités mexicaines frappent. Armando Valencia Cornelio tombe, arrêté. Le choc est profond. Sans son chef historique, le cartel de Milenio vacille. Une première fragilisation interne s'ouvre comme une fissure dans le roc. À travers cette fissure, d'autres ambitions se glissent. Dans le vide laissé par El Maradona, de nouveaux noms se dressent. Oscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, et Juan Carlos Nava Valencia, El Tigre. Les actes d'accusation américains, les communiqués de la PGR inscrivent leurs surnoms dans la mémoire officielle. Ils prennent le relais, consolidant ce qui peut l'être, maintenant les alliances, contrôlant les laboratoires. Mais autour d'eux, la pression monte. L'État mexicain, désormais lancé dans sa guerre militarisée, intensifie les opérations. Au milieu des années 2000, les soldats de la Sedena, les marins de la Semar, descendent sur les collines, sur les villages reculés, sur les ranchs isolés. Ils découvrent et démantèlent des laboratoires de méthamphétamine dans Jalisco et Michoacán. Pseudoéphédrine, acide phénylacétique, bidons, cuves, barils. Chaque saisie est un coup porté au cœur économique des clans. Pour le cartel de Milenio, chaque opération est un avertissement. Les routes ne sont plus sûres. Les dépôts cachés deviennent des cibles.
Les hommes armés doivent se montrer, affronter, fuir. L'équilibre fragile entre la violence discrète et la confrontation directe commence à se rompre. Puis vient octobre 2009. Les forces fédérales mexicaines capturent Oscar Orlando Nava Valencia, El Lobo. La PGR confirme l'arrestation. Pour le cartel de Milenio, c'est plus qu'un revers. C'est le début d'un séisme intérieur. Sans El Lobo, la façade Unity vacille. Une lutte de succession s'ouvre. Les loyautés se testent, se brisent. Au centre de cette tourmente, une fracture se dessine entre la famille Valencia et un groupe dissident. On les appellera Los Torcidos. Les autorités mexicaines, la DEA, associent ce nom à Nemesio Oseguera Cervantes. Ce n'est plus seulement le chef de sicarios disciplinés. C'est un homme qui regarde le trône, qui voit la fragilité de ses anciens patrons, qui sent que l'histoire lui tend une arme. Les défections se multiplient. Les structures armées du cartel de Milenio se réorganisent autour de Nemesio et d'autres lieutenants. Des rapports de sécurité de l'État de Jalisco consigneront cette recomposition. Des colonnes de sicarios changent de bannière, des chefs locaux prêtent serment à un nouvel homme. L'ancien cartel se plie, se tord, se déchire. La guerre, désormais, n'est plus seulement contre l'État. Elle est intérieure. Entre 2009 et 2010, la région de Jalisco et de Michoacán devient un théâtre d'affrontements fratricides. Les homicides augmentent. La presse locale, El Informador, Mural, décrit des corps abandonnés sur les routes, des fusillades nocturnes, des villages terrifiés. Les statistiques de la Secrétariat de Gobernation enregistrent la hausse, froide, implacable. Derrière ces chiffres, un combat pour l'âme d'une organisation. Mais ce conflit interne ne se déroule pas dans le vide. Il s'inscrit dans un pays en flammes. Le gouvernement Calderón ne frappe pas un seul ennemi, mais plusieurs. Le cartel de Sinaloa, le cartel du Golfe, Los Zetas, la Familia Michoacana. Tous sont la cible d'opérations militaires, de descentes, d'arrestations. L'effet n'est pas la disparition, mais la dispersion. Des groupes armés se retrouvent sans commandement central. Des cellules se proclament indépendantes. Des novices prennent les armes. Au milieu des années 2000, la Familia Michoacana émerge à son tour comme un acteur majeur dans l'État de Michoacán. Sous des discours de pseudo-morale, elle impose sa loi par le fer et le feu. Mais même elle n'est pas stable. Elle se brise à son tour, engendrant vers 2011 une nouvelle formation. Les Caballeros Templarios. La PGR, les chercheurs mexicains consigneront cette mutation. Des chevaliers autoproclamés, des croix blanches sur des gilets pare-balles, une fois proclamés au milieu du sang. Dans ce chaos, les homicides liés au crime organisé explosent dans Jalisco et Michoacán entre 2007 et 2010. L'INEGI, le Sistema Nacional de Seguridad Pública, tous les chiffres l'attestent. Les collines autrefois silencieuses résonnent du bruit des rafales. Les villes moyennes, hier paisibles, deviennent des nœuds de peur. Les anciennes routes traditionnelles de trafic, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, sont sous une pression accrue. Les forces fédérales y sont nombreuses. Les rivalités anciennes y sont exacerbées. Face à ces couloirs saturés, les organisations criminelles cherchent ailleurs. Elles tournent le regard vers le Pacifique central, Colima, Jalisco, Nayarit. Là, les ports offrent de nouvelles portes. Les routes intérieures, moins surveillées, deviennent des raccourcis vers le nord. Dans cette ouverture, une nouvelle formation s'apprête à vêtir son nom. Autour de 2010-2011, les autorités mexicaines commencent à mentionner un nouveau sigle dans leurs communiqués, après des affrontements dans la région de Jalisco. Cartel de Jalisco Nueva Generación. Le nom claque comme un étendard. Nouvelle génération. Il annonce une rupture, une affirmation, un projet.
D'abord, ce n'est qu'une mention froide dans un rapport. Puis les indices se multiplient. Sur des corps abandonnés, sur des ponts, sur des murs, des banderoles apparaissent. Des narcomantas. Elles portent le sigle CJNG. Elles lancent des menaces, des proclamations. Elles disent « Nous sommes là ». La presse nationale, Millenniaux, Reforma, El Universal, en fait état. Les photos circulent. Le pays découvre ce nouveau nom avec une sensation de déjà-vu et de vertige. De l'autre côté de la frontière, la DEA observe. Le département du Trésor aussi. Au début des années 2010, ils identifient un groupe émergent basé à Jalisco, lié à la production de méthamphétamine et à son trafic vers les États-Unis. Ce n'est pas encore, sur le papier, une organisation pleinement reconnue. Mais tout y ressemble. Une structure, des chefs, des routes, des cristaux. Ils pressentent ce que le Mexique commence à murmurer. Le cartel de Jalisco Nueva Generación est en train de naître sur les ruines tordues de Millenniaux. Dans l'ombre de ce nom, un travail souterrain s'accélère. Les laboratoires clandestins se multiplient dans les zones rurales de Jalisco, de Michoacán, de Colima. L'armée, la police fédérale les découvre et les démantèle l'un après l'autre. Les communiqués de la Sedena détaillent des saisies de précurseurs chimiques, pseudoéphédrine, acide phénylacétique, des tonnes de produits semi-finis, des installations improvisées au cœur des forêts, sous des toits de tôle, derrière des fausses granges. Mais chaque laboratoire abattu en cache un autre, plus loin, plus discret. La logique du cristal est tenace. Elle tient moins à un lieu précis qu'à un savoir-faire, à des contacts, à des flux. Et au cœur de ces flux se dressent les ports du Pacifique. Le plus stratégique, Manzanillo, dans l'état de Colima. Là, les conteneurs arrivent d'Asie. Dans leurs entrailles, parfois, des précurseurs chimiques en provenance de Chine, d'autres ports lointains. Les rapports de la DEA, de l'ONUDC le signalent. Manzanillo devient l'une des portes privilégiées du futur CJNG. Avec la chimie vient l'argent. Avec l'argent, les listes noires se remplissent. Les premières sanctions financières américaines ciblent des individus liés à cette structure en formation. Sous le Kingpin Act, l'OFAC publie des noms, gèle des avoirs, interdit aux citoyens américains de traiter avec eux. C'est une bataille silencieuse, faite de comptes bancaires bloqués, de sociétés écrans révélées. Mais derrière chaque nom, il y a une pièce du puzzle CJNG qui se met en place. Au même moment, au nord du Rio Grande, les routes de distribution se déploient. Méthamphétamine et héroïne gagnent les États frontaliers, puis le Midwest. Les National Drug Threat Assessments de la DEA, au début des années 2010, mentionnent des réseaux liés à ce groupe de Jalisco. Dans des villes anonymes, des lots de cristal changent de main dans des parkings, des motels, des entrepôts. Le consommateur final ignore le sigle CJNG. Mais le flux qui l'alimente commence déjà à porter ce nom. Un nouveau cartel se lève. Il a un territoire, des laboratoires, des routes maritimes et terrestres, des réseaux financiers, des cellules prêtes à tuer. Il a surtout un nom qui commence à résonner dans les couloirs du pouvoir comme dans les ruelles des villages. Cartel de Jalisco Nueva Generación.